Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'inflation, bien sûr. Si vous connaissez le channel, vous savez que je vous parle depuis assez longtemps de ce meeting de la Fed qui a eu lieu aujourd'hui. Donc 0,75%, 75 points de base d'augmentation pour les taux d'intérêt directeurs de la Fed. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux que ce type de contenu peut plaire de surtout pas hésiter, bien entendu, à s'abonner, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description, et voilà, éventuellement mettre un like, un petit commentaire d'encouragement, etc. Ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde le S&P 500, donc du coup les 500 plus grosses actions américaines, les 500 plus grosses capitalisations d'actions américaines, et ici en orange, tout simplement l'inflation. On peut remarquer ici que lors de, on va dire, bottom majeur, et bien tout simplement le marché ne suit pas réellement ce que dit la Fed, mais il suit tout simplement ce que dit l'inflation. C'est-à-dire qu'au moment où l'inflation donne son pic, et bien à ce moment-là vous avez un bas de marché comme ici en 1970, comme plus ou moins ici en 1980, et comme ici excusez-moi, tout à l'heure j'étais sur 73, ici en 1970. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si vous retournez sur le marché des actifs un peu risqués au moment où l'inflation montre des signes de pic, comme c'était le cas malheureusement le mois dernier, mais ça s'est pas confirmé le mois d'après, hein. Donc là on a réaugmenté encore un petit peu, vous le voyez, c'est plus ou moins ce qu'on voit ici là sur ce petit pic là, c'est-à-dire que le mois dernier on avait baissé au niveau inflation et là d'un coup on est remonté, hein. C'est ce qui a donné cette réaction des marchés, vous le voyez ici, où finalement au moment où on pique, le moment où on comprend qu'on a baissé, on a eu un rebond technique, et finalement là on se rend compte qu'on est encore sur un contexte inflationniste. Et bien tout simplement au moment où si jamais vous ne suivez que le CPI et pas ce que dit la Fed réellement, et bien tout simplement c'est là que vous allez être gagnant et trouver le bottom de marché. Trouver un bottom de marché, ça veut dire quoi? En 1973, le premier gros choc pétrolier, hein, les pays de l'OPEP qui décident de ne pas augmenter leur production, etc. Enfin, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en gros, si vous aviez investi pile poil au bottom en 1973, malgré le fait qu'on était sur une décennie de crise, hein, vous le voyez qu'ici que le marché corrige énormément, et tout simplement, vous auriez fait 10% par an pendant 6 ans jusqu'en 1976. Donc, il faut comprendre ici que c'est réellement l'inflation qu'il faut suivre. Les marchés sont en avance sur la Fed, et aujourd'hui on a eu le discours de Jérôme Powell. Jérôme Powell, qu'est-ce qu'il nous dit? Il arrive un petit peu tremblant devant la caméra au départ, pas très à l'aise, pour nous expliquer que, et c'est ce qui avait été dit dans le communiqué, on va augmenter les taux au lieu de 0,50%, ce qui avait été dit lors de la dernière communication de la Fed, celle où l'inflation était en train de baisser. Donc on avait déjà fait une hausse de 0,50 et on avait dit déjà à ce moment-là on va faire encore 2 hausses de 0,50 consécutives. Powell arrive et nous dit on va faire 0,75 cette fois parce que les chiffres sont pas bons, comme vous l'avez vu ici, c'est ce petit rebond que vous voyez là, on priceait ici 8,3% et finalement on fait 8,6, donc Powell se dit l'inflation ne s'arrête pas. On va maintenant ici passer sur l'inflation, on va dire toute seule, on va enlever le logarithmique et on va regarder ici un petit peu, on va enlever la comparaison aussi également, donc on va enlever ce symbole là, d'accord, et on va regarder ici la trend de l'inflation depuis 1920, et vous voyez que on arrive ici sur résistance là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraisemblablement les outils de la Fed sont de plus en plus adéquates, les politiques monétaires sont de plus en plus adéquates, et que potentiellement à chaque grand choc pétrolier, on arrive à un petit peu mieux gérer, on va dire, ces chocs d'inflation. Personnellement, je suis pas extrêmement fan de ce genre de chart sur une centaine d'années en arithmétique, donc du coup je la mettrai plutôt en logarithmique, et là vous allez comprendre qu'on n'est pas sur résistance, on est plutôt même dans un endroit où finalement on pourrait aller beaucoup plus haut ici en termes d'inflation. Si on devait rejoindre cette trend là ici, vous voyez ces deux points qui se touchent, celui-ci qui touche quasiment, et on a encore un petit peu de marge, c'est-à-dire qu'on pourrait aller ici à 11,5% d'inflation avant de réellement toucher cette résistance. À voir, à vous de voir un petit peu comment vous voyez les choses. Je vous le dis, comme je vous l'ai dit, Powell arrive un petit peu tremblant devant son micro. Il essaye d'expliquer un petit peu, voilà ce qui se passe. Il n'est pas extrêmement non plus désappointé ou voilà. Il dit écoutez, nous notre job finalement c'est de garder le plein emploi.
en même temps garder à peu près 2% d'inflation, d'augmentation des prix. Donc il nous dit tout simplement on va utiliser nos outils, et là en l'occurrence on avait dit qu'on utiliserait 0,5, mais finalement les data, les données du CPI, donc du Consumer Price Index, c'est-à-dire l'inflation année par année aux États-Unis, enfin l'indice des prix à la consommation, nous dit que ça continue d'augmenter, donc du coup on augmente plus nos taux d'intérêt tout simplement. Les marchés réagissent par rapport à ça très défavorablement. Je voulais montrer cette courbe inverse entre le S&P et tout simplement l'inflation, donc finalement les taux d'intérêt. Et ici, vous allez comprendre que, on est plutôt... déjà, il y a deux manières de calculer l'inflation, ça j'en parle souvent sur le channel. Vous avez l'inflation qu'on appelle le headline CPI, c'est-à-dire l'inflation tout court, qui lui est autour des 8,6%, et vous avez le core CPI qui enlève, duquel on enlève ce sur quoi la Fed est théoriquement moins à même de jouer, c'est-à-dire l'inflation de l'offre. C'est-à-dire tout simplement une raréfication des produits qui est due ici, en l'occurrence, par exemple, à la guerre en Ukraine, raréfication du gaz, du pétrole, des engrais, de l'acier, de tas de matières premières dont on a besoin puisque ces pays regorgent de matières premières, et problèmes de supply chain par rapport au reconfinement de la Chine avec le Covid qui frappe, et la Chine qui nous dit tout simplement je reconfine, donc du coup je ne produis plus, donc du coup par exemple Tesla qui a des problèmes de supply chain en ce moment, voilà, toutes les voitures, vous commandez une voiture, elle met 1 an et demi à arriver. Donc en gros, Powell ne peut pas trop se battre contre ces problèmes de supply chain, donc c'est-à-dire en fait il ne peut agir que sur le core CPI, celui duquel on enlève tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, bouffe et énergie globalement. Et donc du coup il nous dit oui, je peux pas me battre contre tout ce qui est externe, tout ce qu'il y a entre le headline CPI et le core CPI, mais je sais que les gens ressentent l'inflation. Les gens ressentent l'inflation, donc du coup, et surtout ceux qui vivent de chèque en chèque, vous l'aurez compris. Et là, on va faire un très gros point. Après, ça va être une vidéo principalement fondamentale, mais du coup, on va faire un très gros point là-dessus. Mais globalement, moi, mon boulot, c'est tout simplement de garder un plein emploi. Donc là, actuellement, si je vous montre le taux de l'emploi aux États-Unis, vous comprendrez ici que au début de la crise Covid, on a un taux de chômage qui monte en flèche et qui passe un très bon taux qui était 3,50 jusqu'à arriver quasiment à 14%. La Fed fait marcher la planche à billets, renvoie l'économie avec les stimulus checks, c'est-à-dire on vous donne de l'argent pour que vous puissiez relancer la demande, etc. Et elle appuie un petit peu trop fort sur le bouton et de la planche à billets et de l'achat sur les marchés, donc le quantitative easing, et également tout simplement des stimulus checks. Et du coup, on se retrouve donc du coup à un très bon niveau d'emploi. Excellent. 3,59, le même niveau d'emploi qu'avant la crise Covid. Pardon, excusez-moi. Mais par contre, on se retrouve avec une inflation de 8%. Donc, à quoi ça a servi finalement? Tout le monde a un job, oui, mais les gens payent 8,6% de plus leurs produits. C'est pas vraiment l'idée d'une économie saine. Donc là, on est en train la Fed, c'est son boulot, elle est en train de dire, nous, on veut garder, a priori, ici, la target pour la Fed, ça serait 4,1, c'est ce que Powell nous a dit dans son discours. Donc tout simplement, on est prêt à perdre un petit peu d'emploi, si on met ici, tout simplement une target. On est prêt à perdre un petit peu d'emploi jusqu'à ce niveau-là au maximum, et pour revenir autour de 2% d'inflation au total. Donc pas 8,6, mais 2%. Ici, il faut comprendre aussi que Powell utilise ses outils, donc simplement, c'est son job, et que il nous dit j'ai un très bon marché du travail, donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire un petit peu cracher les marchés pour préserver ce plein emploi. D'un autre côté, et comme je vous l'ai expliqué, on a deux sortes d'inflation, donc en fait, il va pouvoir jouer ici en augmentant sur la moitié des marchés. D'un autre côté, on a aussi les contraintes de Powell. Les contraintes de Powell, c'est quoi? C'est tout simplement de dire je peux pas non plus faire trop cracher les marchés, je peux pas appuyer trop fort sur le bouton d'arrêt de la demande, l'argent gratuit, je ne peux pas appuyer trop fort sur ce bouton où on arrête un petit peu toute cette potentialité de crédit, tout simplement parce que, par exemple, aux États-Unis, quand vous augmentez les taux directeurs, vous augmentez également la dette du pays, tout simplement.
Donc ça, c'est une première chose qui est très importante à comprendre, et que vous pouvez carrément engranger une récession avec ça. C'est-à-dire que tout simplement, si on regarde par exemple ici les taux à 10 ans, et qu'on les compare avec les taux à 2 ans, donc l'US 2 years, voilà. Ici, et on va le mettre en nouvelle échelle de prix, on voit que ces taux se croisent quasiment. Qu'est-ce que ça veut dire que ces taux se croisent quasiment? Ça veut dire que tout simplement, le pays n'a plus confiance à échelle 10 ans. Ça rémunère autant tout simplement de placer votre argent en monétaire, donc les bons du trésor, l'argent, ce qu'il y a de plus sûr, ça rémunère quasiment autant aujourd'hui d'investir à 10 ans que d'investir à 2 ans. Donc ça, c'est des grands flippings. C'est des très gros problèmes qui peuvent marquer tout simplement des débuts de récession. Powell se cache un petit peu derrière cette différence entre le headline CPI et le core CPI en disant ouais mais bon, nous on a fait notre boulot, et en même temps quelque part on a quand même eu la guerre en Ukraine, on a quand même eu le reconfinement du Covid, on a quand même eu des tas de choses qui ont fait que malheureusement ces niveaux d'inflation là ont augmenté, alors que on ne pensait pas en gros c'est pas notre faute, c'est pas la planche à billets, c'est pas le fait qu'on ait imprimé 60% de la masse monétaire en circulation, ne serait-ce que dans les 2 dernières années, c'est pas vraiment nous, ce qui s'est passé, ça n'est pas vraiment notre faute. Donc il nous dit aussi, et ça c'est important, Powell, que dans le futur, il est possible pour lui, c'est-à-dire au prochain FOMC qui a lieu, donc le prochain meeting de la Fed, qui a lieu le 27 juillet, donc dans 6 semaines, il est possible que ici, à ce moment-là, on augmente tout simplement, encore une fois, de 0,75. Si jamais les datas sont mauvaises, donc qu'est-ce que finalement il va falloir regarder tout simplement dans les temps prochains, mais ça je me tue à vous le dire depuis déjà un certain temps, c'est on regarde d'abord le CPI, donc quel est le taux d'inflation aux États-Unis, donc ça on a les calendriers qui nous disent à quel moment et à quelle heure ça va sortir. 2, on regarde tout simplement qu'est-ce que dit le marché, c'est-à-dire les sondages, c'est exactement ce que je suis en train de regarder là, et là vous voyez que le 15 juin, ça y est, maintenant on sait qu'on est parti plutôt dans cette optique-là du 175-200. Et on regarde les sondages, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on va monter de 0,75 ou est-ce qu'on va rester à 0,50, ce qui était admis au départ? Powell nous dit, je sais pas encore trop si je vais faire 0,50 au mois prochain ou si je vais faire 0,75. En tout cas, si jamais les chiffres du CPI sont mauvais, ça sera 0,75. Donc sa communication, elle est relativement limpide, elle est relativement bien organisée, et elle pose aussi un problème, et là je vais revenir sur les contraintes qu'a Powell, elle pose un problème sur les retraites, d'une certaine manière. Aux États-Unis, le système des retraites est fondé sur tout simplement l'accumulation. En France, on est sur la répartition, c'est-à-dire que les actifs payent pour ceux qui ne travaillent pas. Encore que c'est en train de changer petit à petit, étant donné des gros problèmes démographiques qu'on a aujourd'hui. Et aux États-Unis, on est beaucoup plus sur de l'accumulation, c'est-à-dire tout simplement, je paye aujourd'hui, je mets un petit peu d'argent, et cet argent va fructifier pendant 20-25 ans sur les marchés, fructifier. Et donc du coup, tout le monde va un petit peu se gaver sur cette histoire, ça va doper les marchés, et en même temps, les pension funds, donc ces caisses de retraite, en fait, investissent en bourse et récupèrent finalement ce qu'ils vont vous donner plus tard. On estime que en Europe, il faut 3 actifs pour un retraité. C'est-à-dire que globalement, 33% que vous payez va aller pour un retraité, et ça pose des gros problèmes démographiques aussi. Aux États-Unis, on est passé sous cette barre des 3. Je vais vous sortir un graphe. Je mets en pause juste 2 secondes et je vous sors un graphe pour mieux expliquer mes propos. Voilà, alors donc du coup, ici vous avez la barre des 3 actifs pour un retraité, et on voit ici les différents pays. Le Japon est passé sous cette barre depuis assez longtemps, gros problème au Japon. On a ici l'Allemagne, on a la France qui sont passés sous cette barre autour de 2015 également. On a le Royaume-Uni qui est ici, et on a les États-Unis qui tout simplement vont passer sous cette barre. La Russie, un petit peu plus tard, ça va arriver à un certain moment. Mais vous comprendrez ici que ça pose un vrai problème que de faire cracher les marchés, tout simplement, parce que ça augmente cette contrainte du nombre de travailleurs par employé. Donc tout simplement, si les marchés ne dopent pas suffisamment, et si jamais ce Ponzi ne fonctionne pas suffisamment, eh bien ça pose un vrai problème aussi pour les retraites dans le futur. Donc ça ne répond pas à des questions démographiques qui sont importantes.
Précédemment, et ça Powell le dit aussi dans son... Powell ne parle pas de ça, hein, bien sûr, il n'a pas le droit de parler de ça dans son discours, mais précédemment, on peut comprendre que ici, comment dire, vous aviez un système où finalement la demande était relativement stable parce que démographiquement, tout simplement, vous aviez moins de jeunes actifs qui doivent acheter une maison, une machine à laver, tout ce qui est dans l'histoire. Donc on avait une demande qui n'était pas très dopée. Et finalement, depuis le Covid, tout cet argent gratuit a fait que la demande est complètement partie en vrille. Ici, c'est pour la ville de Chicago, en l'occurrence, mais c'est un petit peu l'idée. Vous comprendrez que les bénéficiaires commencent à dépasser le nombre de travailleurs actifs. C'est-à-dire que là on parle de tout simplement un peu les fonctionnaires, tous ceux qui sont fonctionnaires à Chicago, mais je trouve que le graphique est parlant, où on a tout simplement ici un croisement entre le nombre d'actifs workers et de beneficiaries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à 1 pour 1. Dans certaines villes, on est à 1 pour 1, on n'est pas à 3 pour 1. C'est-à-dire que tout simplement, là on a un vrai problème aussi, où tout simplement également les marchés doivent performer pour pouvoir garder le même système en fait tout simplement. Et là je vous parle d'un système qui est par accumulation et pas par répartition. On n'est pas du tout dans la logique de ce dans laquelle est la France. La logique de la France est encore plus hasardeuse par rapport à la situation démographique actuelle. C'est pour ça que dans nos pays, on a besoin tout simplement d'immigration. On a besoin de faire venir des gens qui sont jeunes pour qu'ils travaillent, pour qu'ils puissent tout simplement payer pour les retraités. Je dis beaucoup tout simplement dans cette vidéo, j'ai l'impression, mais parce que c'est très simple en fait. Ici, on a également le GDP, donc le Gross Domestic Product, le PIB, comme on dirait en français. Et ici, vous comprendrez qu'une hausse de 75% des points de base augmente la dette également. Donc on a ici des pourcentages de dette, alors qu'à 0,50, vous comprenez que la dette globale ici est donc... Si on augmente la dette et si on diminue, si on diminue la croissance, on diminue le PIB. Si le PIB ne marche pas aussi bien, il y a moins de taxes qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc du coup, tout simplement, également, un contexte de récession augmente la dette de facto. D'accord ? Ça, c'est autre chose qu'il faut bien évidemment intégrer. Je repasse ici, vous me donnerez une petite seconde. Je repasse ici sur la charte de BTC et ça me paraissait important de faire un point sur toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder je voulais parler aussi des retraites parce que Elon Musk a éminemment soumis ce problème démographique et beaucoup de gens tirent la sonnette d'alarme au niveau économique pour dire on va dans le mur. Je voulais en parler aussi pour expliquer à quel point il va falloir que les marchés performent très bien pour tout simplement pour pouvoir garder ce système viable en fait tout simplement. Ici on est en weekly, donc on va repasser en daily. Je reviens ici sur le Bitcoin. J'ai beaucoup parlé de choses et d'autres pendant un petit moment, donc du coup on va pas aller non plus trop loin dans cette vidéo, on va quand même un petit peu abréger. Mais ici sur le prix du Bitcoin, personnellement moi j'irais plutôt voir tout simplement les conséquences en termes graphiques de ce meeting de la Fed. Donc le meeting a commencé, on a eu l'information du CPI autour de 20h. Vous voyez que le prix est parti en flèche ici sur les 20h. Est-ce que c'est un short squeeze ou pas? C'est ce qu'on va regarder après ensemble. Et puis là, pour l'instant, on est plutôt dans quelque chose qui a l'air d'une figure de continuation, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une sorte de triangle, mais voilà, on casse une tendance de quelques jours. Le marché finalement avait peut-être déjà pricé ses 0,75 points de base de hausse, et le discours de Powell semble réconfortant. Semble, encore une fois je dis semble, parce que ça peut être également un short squeeze pour repartir dans l'autre sens et aller plus bas, c'est tout à fait une possibilité. Cependant, en termes chartistes ici, je vous le dis, on casse cette structure dans laquelle on était depuis plusieurs jours, donc ça c'est plutôt encourageant. Est-ce que c'est un fake-out ou pas? C'est quelque chose qu'on va essayer d'analyser avec le sentiment dorénavant. On va pas faire de news, puisque là on a fait beaucoup de fonda. Vous voyez ici sur le carnet d'ordre, énormément d'ordres à l'achat qui s'insèrent, qui s'insèrent, et notamment à partir de 6h du matin, une même personne qui semble ici vouloir acheter une bonne larvée de BTC jusqu'à 16 000 $. Donc ça, c'est pas anodin. Peut-être que cette personne a l'argent pour pousser le prix jusqu'à 16 000.
tout simplement. Et puis, assez peu d'ordre à la vente, mais ça, c'est ce qu'on voit depuis déjà plusieurs jours. Le Max Pain Price pour ce vendredi, donc après-demain, qui nous dirait qu'on devrait clôturer autour des 30 000 $, donc ça ferait un joli rebond à partir de là, hein, quasiment 50%. Cependant, Open Interest relativement faible, donc on n'accordera pas énormément de crédit à ce Max Pain Price. On va revenir ici sur la chart. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai bien fait d'actualiser. Le Max Pain Price a bougé. Il y a eu beaucoup d'options pour le 17 qui ont été prises plutôt en put. Donc du coup, le Max Pain Price a bougé à 26 000. Donc ça, c'est déjà une target beaucoup plus réaliste. Si jamais on clôture autour des 20 000, là où on est actuellement, on fait gagner un petit peu tout ce monde-là, toutes ces bougies jaunes que vous voyez. Sincèrement, il y a un gros strike à 25, donc on serait à 25 500, entre 25 500 et 26 500 pour vendredi. Ça voudrait dire un joli rebond de la part, grâce aux options, on va dire, d'ici là. Si vous comprenez pas ce que je dis, allez voir la vidéo qui sera dans le lien de la description, qui manipule le prix, qui explique tous les systèmes d'options, qui explique le sentiment, qui explique voilà, tous les leviers, etc., qui explique un petit peu tout ça. J'ai un autre tutoriel également sur Coinalyze qu'on va faire maintenant. Voilà, j'ai un tutoriel sur TradingView, donc n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel, c'est vraiment pas du temps perdu que de les regarder. On a fait la vidéo ici autour des 10h mardi 14, pardon. Ici, vous voyez qu'on est venu chercher ces 2 points de longue, donc on peut les enlever dorénavant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, tout simplement, ici, l'Open Interest était monté, donc on garde ici ce point de short à venir prendre. Ici, on a une augmentation de l'Open Interest tout en ayant une diminution du funding, et ça dure même jusque-là, donc on aura un point de short à venir prendre ici aussi. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a des shorters en levier, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent à prendre, tout simplement, à venir chercher en partant dans l'autre sens. Ici, on a une diminution du funding toujours, mais l'open interest reste stable, donc on va rester là-dessus. Ici, augmentation forte du funding, vous voyez qu'on est venu prendre ce niveau si ça avait été du long. Ici, on a une rediminution du funding avec en même temps un niveau de short à prendre également. Et vous voyez qu'on est venu le toucher là, ici, pendant le meeting. Ensuite, on a diminution de l'open interest. L'open interest, c'est le nombre de contrats en circulation. Donc, ça veut dire combien de contrats sont dealés. Et vous voyez qu'on est à la diminution avec le prix, tout en ayant un funding qui augmente. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on liquide du long. Ici, réaugmentation de l'open interest avec diminution du funding, donc on aurait eu un point de long à prendre ici, mais vous voyez qu'il a été pris depuis. Ici, forte augmentation du funding, mais tout simplement le nombre de contrats, vous le voyez en circulation, diminue, donc ça veut dire qu'on liquide, la baisse de prix fait qu'on liquide des longueurs en levier, donc ça on est venu chercher du monde ici. Et puis après, réaugmentation du funding en levier sur des longueurs, donc ça veut dire que tout le long, là, on avait des prix de liquidation à venir chercher, enfin plutôt des stop loss en l'occurrence, parce que là, les prix de liquidation, ils se trouvent en dessous encore, hein. Ce qu'on étudie là, c'est les stop loss. Donc on va pas noter ce point, puisqu'il a été pris, tous ces points ont été pris sur cette descente-là, en fait, tout simplement. Et puis là, on a une diminution du nombre de contrats en circulation, donc de l'open interest, tout en ayant un funding stable, donc ça veut dire que tout simplement, on aura probablement ici une quantité égale de shorter et de longueur. Voilà, pour faire simple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici à l'instant T? Ça veut dire que le prix a beaucoup de monde à prendre en haut et on a tellement nettoyé vers le bas ici qu'il n'y a plus grand monde à prendre en bas. Ce qui m'intéresse moi ici, c'est ce retour pendant le meeting. Vous voyez que ça commence à 20h ici. Pendant le meeting, on a un retour d'intérêt au spot. Donc, on a des gens qui achètent. Ça, c'est le CVD. Alors, pourquoi je le mets complètement sur la gauche? Parce que tout simplement, le CVD... évolue en fonction du nombre de bougies que vous regardez. C'est-à-dire que si je veux un réel CVD au spot depuis par exemple un an, il faut que je me mette en daily et que je regarde la totalité des bougies que je regarde ici, et là je vais avoir un CVD cumulé, c'est-à-dire ça va être un cumul. Donc vous voyez que là le CVD est largement descendant, et y compris même il est en dessous des niveaux qu'on pouvait avoir ici en début de bull run. Donc on est vraiment là ici en PLS sur le CVD. Par contre, vous comprendrez que si je zoome, et ben là je vais voir des tendances un petit peu plus claires, et quand je me mets en 5 minutes, on a un retour, même léger, on a un retour de l'intérêt au spot. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est depuis le dernier plus bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier plus bas, il a été fait ici. Hop.
là, d'accord. Et là, vous voyez qu'on a un CVD qui est plutôt à la diminution, encore qu'il est revenu au niveau, on va dire, au niveau qu'on avait à ce niveau-là. Donc, c'est pas vraiment un retour d'intérêt pour le spot non plus, mais voilà. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que la trend de l'open interest augmente d'une manière générale, tout en ayant un funding qui est négatif. Ça veut dire que la majorité de l'argent à prendre est au-dessus du prix, c'est-à-dire un short squeeze. Un short squeeze étant l'idée de venir liquider ou prendre les stops des shorters en levier et les faire souffrir un maximum. Là, en l'occurrence, ici, vous voyez que là, on est sur iBlock, c'est les 5 derniers jours. Vous voyez qu'on a un petit peu short squeezé là sur ce petit rebond pendant le meeting et donc ça veut dire le marché avait pricé les 0,75. Donc on a un petit peu un relâchement pendant ce moment-là. Les traders dynamiques, ceux qui ont beaucoup d'argent, finalement essayent de re-rentrer sur cette histoire-là. Et on a en même temps les market makers qui veulent venir chercher ces liquidités là ici et venir liquider ces gens-là. Donc pour récupérer leur BTC tout simplement. Un market maker, c'est celui qui prend le contrat contre vous. Encore une fois, allez voir les tutos. N'hésitez pas à aller voir les tutos pour mieux comprendre les vidéos au jour le jour. Là, on voit une zone très dense ici à venir prendre potentiellement ici dans un premier temps jusqu'aux 25 000 $, qui correspond au max pain price pour dans 2 jours. Donc on a pas mal de choses qui ici pointent vers le haut. Ça veut pas dire qu'on va aller vers le haut, mais on a pas mal de choses qui pointent pour un rebond. 20 milliards à liquider, vous voyez que c'est descendu ici à 16 milliards, donc on a des positions qui sont clôturées et on a des gens qui se sont fait sortir sur cette petite remontée qu'on a faite pendant le meeting. Donc bon, pour l'instant, en tout cas, le scénario, on va dire, d'un rebond semble prendre forme, même si il n'est pas, bien entendu, comment expliquer ça, il n'est pas inéluctable. Voilà, le BTC fait un petit peu ce qu'il veut. Moi, je vois en tout cas un retour de la demande au spot, même s'il est marginal, vous l'avez vu sur le CVD spot. Je vois également des gens à liquider au-dessus. Je vois même des gens à liquider jusqu'aux 30 000 $ ici sur Kingfisher. Je vois que si jamais on devait aller en dessous, personnellement, je tablerais plutôt sur les 19 500 pour prendre un petit peu et libérer un petit peu ces dernières mèches là qui nous embêtent. Et si jamais vraiment on voulait tout nettoyer vers le bas, c'est-à-dire que si le chemin de moindre résistance, si un énième FUD s'ajoute en plus de la Fed, etc., si on a la semaine prochaine, le chemin de moindre résistance va vers le bas parce qu'on dit c'est la nouvelle guerre mondiale, ça y est, je sais pas, les États-Unis interviennent en Ukraine ou j'en sais rien, et bien à ce moment-là, bien entendu, on ira visiter plutôt les 12 000. Donc en cas de Black Swan, en cas de signe noir, à ce moment-là, on ira bien entendu, et je vous l'ai dit, ça, on peut aller jusqu'aux 12 000 $, que ça serait pas déconnant. Et en même temps, si par contre le marché se laisse faire un petit peu, qu'on digère cette annonce de la Fed qui n'est pas bull, et vous comprendrez que c'est pour ça que le marché est fortement descendu depuis l'annonce du CPI. En fait, on a pricé, faisant les moins 10 000 $, on a pricé un petit peu ces 0,75 points de base d'augmentation au lieu de 0,50. Et ben tout simplement, voilà, c'est peut-être de là que peut repartir l'histoire. Repartir, en tout cas à minima pour un rebond technique, repartir à minima pour un rebond entre les 25 et les 30 000. Voilà, on va pas faire de Glassnode aujourd'hui. On va juste aller voir notre ami la baleine numéro 3 pour voir s'il a racheté. Oui, il a racheté 500 BTC aujourd'hui au prix de 21 800 $. Et il a déjà fait ici un petit profit. Ah non, il a fait une perte là-dessus de moins 77. Ici, on va aller voir aussi notre ami... que je considère comme étant la plus grosse baleine. Non, pas de réaccumulation de son côté. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On fera pas donc les news aujourd'hui, parce que pour moi, les news, elles sont celles de la Fed. Prochain meeting, donc le 27 juillet, ça on le regardera attentivement. Ce qu'il faudra regarder maintenant, c'est bien entendu le CPI du mois de juin, qui devrait sortir autour du 10 juillet. Et puis également les chiffres au niveau de l'emploi, puisque vous comprendrez que si l'emploi commence un petit peu à se calmer, du coup ça peut être, malheureusement des gens perdent leur emploi, mais ça peut être pour nous un signal
que l'inflation se calme également et que la Fed pourrait un petit peu changer son fusil d'épaule. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour ici de toute l'histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de contenu un peu plus axé inflation, un peu plus axé BTC vous plaît. Le dernier point que je voulais faire dorénavant, c'est tout simplement un point sur l'inflation à proprement parler. L'inflation, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais je voulais refaire un point ici là-dessus. L'inflation, on le voit depuis 1920. Si vous regardez tout simplement la masse monétaire, vous comprendrez que 8% par an, c'est exponentiel. Vous comprendrez que tous les ans, vous prenez 8%, donc du coup, c'est 1,1 fois 1,08 fois 1,08 fois 1,08, etc. Les chiffres de l'inflation, bien entendu, qui sont truqués, puisque tout simplement, si vous consommez moins, ou si vous changez votre panier d'achat, c'est-à-dire tout simplement, j'achète tout le temps du steak parce que c'est bon, le steak prend 80%, du coup, je modifie mes habitudes de consommation, le panier de consommation évolue avec moi, je mange moins de steak, donc du coup les chiffres de l'inflation sont biaisés. C'est pour ça que vous, en inflation ressentie, vous allez plutôt avoir des choses comme 20 ou 30% quand vous avez l'impression d'aller faire vos courses, tout simplement parce que vos habitudes de consommation ne sont pas celles qui sont comprises dans le panier de consommation de calcul. C'est un moyen de biaiser les calculs. Ici, il faut comprendre aussi que l'inflation est un transfert de richesse des plus pauvres vers les plus riches. C'est-à-dire que tout simplement, ça s'appelle l'effet Cantillon pour deux raisons. Tout simplement, déjà, en général, les plus riches sont ceux qui sont les retailers, ceux qui vendent, ceux qui ont les grandes surfaces, etc. Et d'une autre manière aussi, l'effet Cantillon est tout simplement fait aussi du fait que, comme disaient des proches, les banques sont des organismes qui vont vérifier que vous n'avez pas besoin d'argent pour pouvoir vous en prêter. Et donc tout simplement les gens qui vivent de chèque en chèque subissent l'inflation. Les gens qui vivent de crédit en crédit et qui ont la capacité d'emprunter, vous prenez 1 million, vous le mettez en collatéral, on vous donne 1 million à la place, donc tout simplement vous avez placé 1 million en bourse en collatéral pour pouvoir avoir 1 million en face et l'investir lui aussi en bourse ou dans l'immobilier par exemple. Et bien là vous aurez réalisé une magnifique culbute puisque les produits financiers que vous allez faire avec le premier million vont payer votre investissement immobilier de l'autre côté. Donc ça s'appelle l'effet Cantillon, ce qui est tout simplement de dire, par ricochet, l'inflation profite aux plus riches parce qu'ils ont beaucoup plus de possibilités d'accès au crédit, tout simplement. Ça, il faut comprendre que grâce à Bitcoin, ou en tout cas le Bitcoin répond à une partie de ces problématiques. Déjà, en tout cas, il y a une école qui s'appelle l'école autrichienne de la monnaie, qui a étudié les politiques monétaires, ce que fait la Fed aujourd'hui, etc., et qui a émis un postulat qui était que la sphère monétaire n'est plus en adéquation avec la sphère économique. C'est tout simplement, ça s'appelle une dichotomie. C'est-à-dire que vous avez des phases où l'argent est trop gratuit, donc du coup on a des phases d'expansion énormes qui ne sont pas liées à une économie en bonne santé, c'est tout simplement juste que ça dope la demande, et à l'inverse vous avez des phases de contraction, et tout ça n'est pas très bon pour l'économie. Il vaudrait mieux finalement avoir un argent qui n'est pas dirigé par les hautes sphères ou par l'État en fait, et l'école autrichienne de la monnaie, on va dire... serait plutôt pour l'interdiction de battre monnaie pour les États, et serait plutôt pour tout simplement une monnaie qui est à la fois liquide, qui est à la fois rare, enfin difficile à produire, et qui est à la fois tout simplement également numérairement comment dire, déjà qu'elle soit facile à circuler, hein, tout simplement, facile à donner, facile à... C'est quoi tout ça ? C'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à Bitcoin d'une certaine manière, en tout cas pour ceux qui sont un petit peu dans l'utopie d'un changement de... système monétaire, Bitcoin répond à un tas de problèmes qu'on a pu avoir sur les 100 dernières années globalement, enfin toutes ces années que je vous montrais là ici sur l'inflation. Bitcoin répond quand même en grande partie à tous ces problèmes-là. Et vous comprendrez que là, ici, ce que nous dit Powell, pour en revenir au discours de Powell, etc., et je vais clôturer là-dessus, ce que nous dit Powell, c'est tout simplement, il nous dit, on va taper la classe moyenne maintenant, on va taper les gens sur leur système de retraite, on va taper, on va ralentir la demande, mais quelle est la demande ? Finalement, les gens qui vivent de chèque en chèque, ils demandaient pas plus, ils n'ont pas dopé leur demande pendant le Covid ou quoi que ce soit.
ralentir la demande, ça veut dire tout simplement taper les classes moyennes. Et ça, il faut le comprendre ici. Powell a une dimension politique en disant oui, on va combattre l'inflation, c'est pas possible de rester avec 8%, etc. Mais une fois qu'on sera revenu à peu près au plein emploi et à peu près à 2% d'inflation, en fait, la même mécanique va recommencer à nouveau pour redoper à nouveau les marchés financiers. Malheureusement, en ce moment, Bitcoin ne répond beaucoup à ces problématiques de marché financier et ne répond pas beaucoup à son fondamental qui est plus ou moins d'être un actif qui combat l'inflation et qui met à l'abri plus ou moins les gens du débasement de leur monnaie. En ce moment, c'est pas le cas, mais petit à petit, comme disent les Américains, it's money sounds, ça sonne comme de l'argent, c'est-à-dire quand vous tapez une pièce, on dirait que c'est de la thune, et donc du coup, peut-être que un jour, on aura cette fameuse décorrélation des actifs risqués et Bitcoin deviendra effectivement une réserve de valeur et un moyen d'échange. Je parle de Bitcoin ici ou d'une autre monnaie, quelle qu'elle soit. Hein. Je n'ai aucun problème avec le fait que, je sais pas, Solana, eGold, Ether soient les prochains moyens d'échange de demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un gros point sur ce meeting de la Fed, sur qu'est-ce que nous a dit Powell exactement, comment pourraient réagir les marchés ici. Vous avez vu que personnellement, la news n'est pas bonne, mais elle a peut-être déjà été pricée, peut-être. Pour l'instant, on risque en tout cas d'ici demain et après-demain d'avoir plutôt un short squeeze et un rebond technique. C'est pas forcément une donnée intrinsèque, mais en tout cas c'est le scénario le plus probable au vu des indicateurs qu'on a, qui sont tout simplement les longueurs en levier, les options, voilà, enfin tout ce qu'on regarde au jour le jour. Demain, point météo également sur autre chose. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai pour habitude de demander, pour ceux qui ont réussi à suivre ces 35 minutes dorénavant de vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de leur demander un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a absolument rien à voir avec Bitcoin. Alors on en a fait beaucoup, je pense qu'on est à 180 vidéos là, donc ça fait 180 fois que je demande, puisque ça a commencé à la toute première vidéo des commentaires à la con. Aujourd'hui, mettez en commentaire le prénom de votre cousine préférée. Voilà, donc commentaire à la con, le prénom de votre cousine préférée. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous n'avez pas de cousine, mettez un cousin germain ou un cousin. Vous avez le droit à un joker dans ce cas-là. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup de blabla, mais pas mal de choses, j'imagine, un petit peu intéressantes. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt. Salut. Ciao.